Bonjour à tous. Je m'appelle Richard Canal, je suis le directeur exécutif de l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et de la formation à distance qui se trouve à Tunis. Et dans le cadre de l'appui à la recherche dans le domaine des TICE, nous organisons aujourd'hui le premier webinaire sur les TIS qui sera mis sur YouTube et après vous pourrez vous connecter avec Twitter. Je vais vous faire les présentations tout d'abord. Nous avons avec nous aujourd'hui Pierre-Antoine Champin et Amélie Cordier, qui sont tous les deux de l'équipe SILEX du laboratoire d'IRIS. Donc ils vont vous expliquer quels sont ces signes mystérieux et ils vont vous parler aujourd'hui d'un titre, du titre suivant qui est « Exploiter les traces d'interaction pour construire des systèmes co-apprenants ». Donc l'exposé va durer entre 30 minutes et 1 heure. Et après, vous pourrez intervenir sur Twitter avec le hashtag IFIC. Je pense que ça va passer. Ou alors IFIC-1304. 1304, voilà. Donc je laisse la parole à Amélie et à Pierre-Antoine. Et donc, bon webinaire à tous. Merci. Alors, hop, voilà la présentation. Et donc, je vais laisser la parole à Amélie pour commencer. Donc, merci Richard pour cette introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de... J'ai perdu les slides. Voilà. On va vous parler de l'exploitation de traces d'interaction pour la construction de systèmes co-apprenants. Je vais commencer cette présentation qui se fera à 2 voix par vous situer un petit peu qui nous sommes et d'où nous venons. Donc Pierre-Antoine et moi, on appartient à une équipe de recherche qui s'appelle SILEX, qui est une équipe du laboratoire l'IRIS. Donc le laboratoire l'IRIS, c'est un laboratoire qui se trouve à Lyon. Donc vous l'avez vu sur la carte qui vient de défiler sous vos yeux. C'est le plus gros laboratoire d'informatique de la région lyonnaise. Il est composé de 2 départements, un département plutôt orienté images et un département qui s'appelle données, connaissances et services, un département auquel nous appartenons. Au LIRIS, il y a plus de 350 personnes à l'heure actuelle. Donc l'équipe SILEX, qui est une des 12 équipes du LIRIS, s'appelle SILEX, ça veut dire Supporting Interaction and Learning by Experience. C'est une assez grosse équipe, on est plus de 50 personnes, dont 17 permanents. Et on s'intéresse à de nombreuses questions de recherche autour de l'ingénierie de la dynamique des connaissances, des traces, de l'apprentissage humain, des interactions homme-machine. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc la diapositive que vous avez sous les yeux, là, c'est un nuage de mots qui représente les thématiques principales de recherche de l'équipe SILEX. Et vous voyez au centre de ces thématiques de recherche les notions d'utilisateur, d'interaction et de connaissance. C'est vraiment les 3 notions principales dont on va parler dans la suite de cette présentation. Alors le schéma sur la diapositive suivante essaie de rentrer un petit peu plus dans les détails sur la façon dont on adresse ces différentes problématiques. Donc au centre de nos problématiques de recherche, il y a toujours cette notion d'ingénierie des connaissances, en particulier d'ingénierie de la dynamique des connaissances. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux connaissances... hop là, ça va un peu trop vite pour moi. Merci. On ne s'intéresse pas uniquement aux connaissances d'un point de vue statique, mais on s'intéresse tout particulièrement à la façon dont elles sont construites, co-construites et dont elles évoluent dans le temps. On a plusieurs approches pour s'intéresser à cette dynamique des connaissances qui sont représentées par les 4 schémas que vous avez dans les 4 coins de cette diapositive. On a une approche où on va s'intéresser aux communautés d'utilisateurs, une approche où on va s'intéresser à l'utilisateur, entre guillemets, tout seul face à un système informatique. On a une approche où on va s'intéresser à un utilisateur en interaction avec le système informatique, situé en bas à droite. Et puis on a une approche aussi où on va s'intéresser à tout ce qui est interaction multimodale, en particulier à tout ce qui relève du domaine du handicap. Ce que vous pouvez constater comme point commun sur ces 4 schémas, ce sont les notions d'interaction et surtout les notions de traces
Les traces qui sont des objets informatiques laissés par ces interactions entre le ou les utilisateurs et le ou les systèmes informatiques. On va revenir là-dessus dans la suite de la présentation. Alors justement, cette présentation va s'articuler comme le slide suivant va le montrer. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Pierre-Antoine qui va vous parler précisément de la notion de système à base de traces modélisées, qui est une notion fédératrice dans l'équipe et sur laquelle en fait on s'appuie pour construire toutes les applications qu'on propose. Justement, ensuite, on prendra quelques exemples d'applications qu'on vous présentera pour vous montrer comment on utilise ces notions de traces modélisées et de systèmes à base de traces modélisées pour construire des systèmes co-apprenants, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels à la fois l'utilisateur et le système informatique sont capables de construire des connaissances et de modéliser ces connaissances construites. Et dans la dernière partie de la présentation, on vous parlera de l'initiative Code, qui est une initiative toute récente sur les contenus multimédia massivement ouverts et en ligne, qui est en partie portée par des membres de l'équipe. Voilà. Je laisse la parole à Pierre-Antoine pour parler des traces modélisées. Merci Amélie. Donc, comme l'a dit Amélie, un objet central des recherches de l'équipe Silex est la trace, plus précisément la trace d'interaction. On peut se poser la question de ce que nous entendons juste par trace. Qu'est-ce que c'est qu'une trace? Alors si on prend le dictionnaire, on nous dit que c'est une marque ou une impression laissée par quelque chose, ce qui est une définition extrêmement vague. L'intuition qui est derrière cette notion de trace et l'ambition que nous avons de l'exploiter, c'est que toutes ces traces laissées par l'activité de l'utilisateur peuvent être modélisées en cela qu'elles contiennent des connaissances à propos de ce qui s'est passé, des connaissances à propos de cette activité. Et donc finalement, le message qu'il faut retenir, c'est qu'une trace, elle contient des connaissances et une forme particulière de connaissances qui s'assimile à l'expérience. C'est-à-dire non pas des connaissances générales sur un certain domaine, mais des connaissances spécifiques sur la manière dont les choses se sont passées à un moment donné. Alors encore une fois, cela étant dit, c'est difficile de prétendre mobiliser ces connaissances si on reste sur une définition très vague de trace comme celle qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Aussi, il a fallu préciser les choses et ça a fait l'objet d'un certain nombre des recherches de l'équipe Silex pendant un certain nombre d'années, d'essayer de formaliser, spécifier ces traces particulières, ces traces informatiques particulières que nous allons pouvoir ensuite exploiter dans des systèmes dits à base de traces. Alors pour distinguer la notion générale de trace de cette notion de trace exploitable que nous proposons d'étudier, nous avons baptisé ces traces des traces modélisées. Et je vais revenir sur cette notion de modèle. Donc l'équipe a introduit tout un vocabulaire pour parler de ces traces, la notion de modèle, la notion d'obsèle, qui est une contraction pour élément observé, et puis les processus de collecte et de transformation qui vont constituer les deux étapes clés dans l'exploitation de ces traces et l'exploitation des connaissances qui sont contenues dans ces traces. Donc tout d'abord, quand on dit trace modélisée, ce qui est important, c'est cette idée de modèle. Qu'est-ce qu'un modèle de trace? Eh bien, c'est une définition a priori du type d'activité que l'on va vouloir observer, du type d'activité que l'on va vouloir tracer. En effet, beaucoup de choses, beaucoup de marques d'impression laissées par l'activité de l'utilisateur peuvent faire trace pour qui prend la peine de vouloir les interpréter. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont des traces qui sont laissées délibérément, des systèmes qui sont conçus pour constituer des traces à partir de l'interaction. Et donc dans cette conception, eh bien, il faut décider a priori ce qui nous intéresse, ce que l'on va conserver de l'activité et ce qui va permettre derrière d'être exploité comme des connaissances, comme de l'expérience. C'est donc le rôle de ce modèle de trace qui est représenté par la petite boîte à gauche sur la figure,
d'identifier a priori les différentes catégories d'éléments observés, donc ce que nous allons appeler les types d'upsell, qui vont constituer les traces. Une trace est donc ensuite constituée d'upsell. Chaque upsell, chaque élément observé est situé dans le temps. Il a une date de début, une date de fin, et il a un type qui permet donc de caractériser l'événement observé dans l'activité de l'utilisateur que cet upsell relate. Donc le modèle permet finalement de donner une régularité aux traces modélisées qui sont conformes à lui, et cette régularité va permettre ensuite d'exploiter de manière informatique ces traces. Le processus qui consiste à tracer une activité conformément à un modèle est le processus de collecte. Donc ce processus de collecte, il constitue une trace en enregistrant un certain nombre d'upsells conformes au modèle et qui sont représentés ici donc par ces différentes formes où chaque forme correspondrait à un type d'upsell différent. Cette trace collectée est ce que nous appelons la trace première. En tant que telle, elle représente un premier point de vue sur l'activité. Une autre manière d'envisager ces modèles de traces, c'est que c'est une manière d'aborder l'activité, mais ça n'est pas la seule. On peut notamment imaginer d'avoir une vision très bas niveau de l'activité, de l'avoir comme une série de clics souris ou de frappes clavier, ou une vision plus haut niveau qui consisterait à dire ici l'utilisateur a corrigé un mot, remplacer un mot par un autre, ou encore à un niveau plus élevé en disant ici l'utilisateur a rédigé un CV. Donc un unique modèle ne peut pas rendre compte de toute la complexité de l'activité humaine. C'est pourquoi il nous faut, après la collecte, des processus de transformation. Donc les transformations sont là pour réécrire par un processus informatique reproductible, une trace modélisée dans une autre trace modélisée. Alors sur cet exemple, on voit que une trace première peut être sujette à plusieurs transformations différentes, que ces transformations peuvent résulter dans une trace qui est conforme au même modèle. C'est le cas de ma trace T3 ici. On peut imaginer que cette transformation taux2 soit un filtrage qui ne garde qu'une partie de l'activité, que l'activité à un moment donné, ou encore une forme de résumé qui reste dans le même vocabulaire, dans les mêmes catégories d'upsell pour décrire l'activité, mais en la résumant, comme on peut voir ici, que voilà, des occurrences multiples du triangle bleu ou du carré rouge se retrouvent sous forme d'un seul upsell dans la trace T3. Mais un intérêt de ces transformations est aussi de pouvoir changer de modèle, c'est-à-dire changer de point de vue sur la trace. Ce qui permet d'avoir de multiples représentations de la même activité, de multiples points de vue sur la même activité. Et ces points de vue, encore une fois, sont complémentaires et vont pouvoir être exploités pour des tâches différentes. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que ces transformations, bien qu'elles soient informatisées, qu'elles soient reproductibles, ne sont pas nécessairement objectives ou absolues. La transformation peut refléter un parti pris sur une manière d'interpréter la trace. Et ce parti pris n'est pas seulement le fait du modèle cible, du modèle dans lequel on cherche à réexprimer l'activité. On peut très bien imaginer que différents utilisateurs du système à base de traces puissent utiliser des transformations différentes parce qu'ils ont une lecture différente de l'activité et donc avoir chacun leur propre transformation. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus lorsqu'on donnera des exemples d'application. Nous avons développé dans l'équipe un système baptisé KTBS pour Kernel for Trace-Based System. L'objectif de ce système, c'est d'opérationnaliser
la théorie que je viens de vous présenter brièvement. Donc d'avoir une implémentation de référence de ces mécanismes qui permettent de les expérimenter sur le terrain et qui permettent d'affiner ces idées, de confronter ce modèle à la réalité d'applications informatiques. Donc ce système est un système open source. Son modèle de données vise une certaine simplicité pour être facile à prendre en main. Donc globalement, il reprend les concepts que je viens de présenter, mais aussi une extensibilité parce que ces modèles sont un objet de recherche, hein, ils ne sont pas définitifs, nous continuons à les faire évoluer. Et le but de cette implémentation, c'est aussi de nous permettre d'explorer les évolutions possibles de ce modèle, comme je disais, de les confronter à la réalité. Donc pour quelques éléments techniques, nous utilisons le modèle RDF pour la représentation de données, qui est un modèle plus flexible que d'autres modèles comme XML ou SQL. Nous utilisons un protocole HTTP RESTful pour communiquer avec le KTBS, ce qui permet de faciliter la communication, quel que soit le langage de programmation qu'on utilise. En sachant que nous fournissons quand même des bibliothèques pour simplifier cet accès dans certains langages. Actuellement, Python et JavaScript et d'autres langages sont en cours d'étude. Vous avez ici l'URL à laquelle vous pouvez trouver plus d'informations sur ce KTBS. Et donc le KTBS, eh bien, si les traces sont des conteneurs d'expérience, le KTBS est là pour stocker un certain nombre de traces et gérer les transformations de ces traces. Donc à partir il est là pour permettre d'une part la collecte, hein, il va stocker donc ces traces premières qui sont issues de l'observation de l'activité, et il va également gérer les différentes transformations que les utilisateurs voudront mettre en place. Je parlais tout à l'heure de la subjectivité, de la variabilité possible dans les multiples transformations que l'on peut mettre en œuvre sur des traces modélisées. Eh bien, c'est là où l'extensibilité du KTBS est un élément clé pour permettre justement à toutes les transformations que pourraient souhaiter les utilisateurs de coexister au sein du KTBS. Quelle exploitation ensuite faire de ces traces premières et traces transformées? Je vais maintenant laisser à nouveau la parole à Amélie pour donner quelques pistes dans cette direction. D'accord. Merci Pierre-Antoine. Donc Pierre-Antoine nous a présenté la notion de trace et la notion de trace modélisée, et au-dessus de cette notion de trace modélisée, on peut construire des processus de raisonnement qui vont viser à utiliser ces traces comme des conteneurs de connaissances riches et à les exploiter. Le mécanisme d'exploitation principal que l'on va mettre à profit dans ce processus, c'est le mécanisme de transformation. Donc, pour ceux qui sont familiers du raisonnement à partir de cas, on peut voir le type de raisonnement que je vais vous présenter par la suite comme un type de raisonnement similaire, sinon très inspiré du raisonnement à partir de cas. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement à partir de cas? On le présente traditionnellement par un cycle tel qu'il est représenté sur ce transparent. Pour expliquer ça très très simplement, le raisonnement à partir de cas, ça consiste à réutiliser des expériences passées dont on connaît les solutions pour résoudre de nouveaux problèmes en s'inspirant, sinon en réutilisant la solution connue. Donc ce que l'on va chercher à faire avec les traces, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans des traces des expériences passées et on va essayer de voir comment on peut réutiliser ces expériences au sein d'un processus de raisonnement ou d'un processus de résolution de problèmes. Donc sur le transparent suivant, on présente une... Est-ce que je peux avoir le transparent? Merci. Donc on présente une évolution du raisonnement à partir de cas vers un raisonnement que l'on va qualifier, que l'on va appeler raisonnement à partir de l'expérience tracée. Et au sens large, on va considérer que ce raisonnement à partir de l'expérience tracée, il est là pour assister l'utilisateur. Je tiens à insister sur le fait qu'on utilise le terme assistance dans un sens vraiment très très large. Pas seulement une assistance à l'utilisation d'une interface, c'est une assistance que l'on peut voir de manière très générale comme
un accompagnement du système informatique dans n'importe quel processus de résolution de problème auquel l'utilisateur pourrait être confronté. Donc sur ce schéma, on identifie, on va dire 4 parties bien distinctes. La première partie, c'est l'utilisateur en interaction avec un système informatique quelconque. Donc c'est le petit bonhomme, le petit ordinateur et cette boucle d'interaction qu'on constate. Cette boucle d'interaction, elle produit des traces au travers d'un processus de collecte, comme l'a expliqué Pierre-Antoine précédemment. Ces traces, elles vont être stockées dans ce qu'on appelle Pierre-Antoine l'a appelé le système à base de traces modélisé, ou système de gestion de base de traces, qui est représenté sur la partie gauche du schéma. Et en utilisant ça, on va pouvoir construire ce qu'on appelle une application à base de traces, qui va mettre à profit les traces collectées et stockées, ainsi que les mécanismes de transformation dont on dispose sur ces traces, pour développer des mécanismes de raisonnement qui vont pouvoir venir en aide à l'utilisateur. Donc sur le slide suivant, j'espère que c'est le slide suivant. Voilà, sur le slide suivant, on vous a proposé une liste non exhaustive des différents usages que l'on peut faire de ces traces modélisées et que l'on peut avoir envie de développer dans un système à base de traces. Une première idée qu'on peut avoir, et que beaucoup de gens font, c'est de faire de l'acquisition de connaissances à partir de ces traces. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va chercher à appliquer des processus de data mining ou autres pour identifier des connaissances qui seraient stockées dans des traces. L'exploitation des logs, dans une certaine mesure, je ne rentrerai pas dans les détails, pourrait être vue comme une phase d'acquisition de connaissances à partir de traces qui seraient vraiment très très primaires. Autre usage possible des traces, c'est qu'on peut les utiliser pour rejouer des actions. On peut envisager de tracer un utilisateur en interaction avec une application, puis ensuite de rejouer cette trace. De rejouer cette trace à des fins pédagogiques, de rejouer cette trace à des fins de debugging, de rejouer cette trace à des fins d'acquisition de connaissances aussi, pourquoi pas, ou de résolution de problèmes. Un troisième type d'application qui est vraiment quelque chose de fondamental, c'est la possibilité de pouvoir visualiser les traces qui sont collectées par un système à base de traces. Parce que la visualisation, c'est l'étape nécessaire qui va permettre à n'importe quel utilisateur d'une application à base de traces de s'approprier ses propres traces. Donc de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ces actions ont été tracées, et en visualisant ses propres traces, de comprendre ses propres actions. C'est vraiment une étape fondamentale dans l'utilisation des traces dans les applications à base de traces. On a développé plusieurs applications dans l'équipe qui sont à visée pédagogique et où les traces sont utilisées pour supporter le processus d'apprentissage humain cette fois-ci. C'est ce qu'on a mis dans apprendre à partir de traces et assister l'apprentissage humain. On a aussi des projets dans l'équipe où on va utiliser les traces pour fournir de l'assistance à l'utilisateur, où on va envisager de partager les traces entre plusieurs utilisateurs. Donc un utilisateur qui sait accomplir une tâche sur un système informatique pourrait très bien envisager de partager ses traces, qui expliquent comment accomplir cette tâche, avec des utilisateurs qui ne savent pas. Grâce à ces traces, les utilisateurs qui ne savent pas peuvent apprendre, se former de manière plus souple. Voilà, ce ne sont qu'une petite liste d'exemples des usages que l'on peut faire des traces et des traces modélisées. On reviendra sur certains de ces aspects quand on présentera les projets par la suite. Je veux bien le slide suivant. Voilà. Donc, le processus principal auquel on s'intéresse, c'est, comme l'a mentionné le titre de la présentation, c'est le processus de co-construction de connaissances. Et une idée fondamentale dans l'équipe, au-delà de la notion de trace, c'est que ce processus de co-construction de connaissances ne peut passer que par l'interaction entre un utilisateur et un système informatique, et les traces sont là pour instrumenter cette interaction. Pourquoi cette notion d'interaction est très importante dans la notion de co-construction de connaissances? C'est parce qu'elle assure que le processus de co-construction de connaissances va être itératif, interactif, progressif et donc de qualité. Donc, pour nous, cette notion d'avoir l'utilisateur au centre de tout processus est vraiment très importante. Et comme vous avez pu le voir sur
tous nos schémas, l'utilisateur est vraiment au centre du processus de raisonnement. Donc dans la suite, je vais juste vous donner un tout petit exemple de co-construction de connaissances qui est issu d'un projet qui a été réalisé par une doctorante puis post-doctorante de l'équipe qui s'appelle Magali Olanier-Beldam et qui consiste tout simplement à utiliser des traces très très simples d'interaction d'utilisateurs avec des applications de la vie quotidienne pour produire des connaissances en mobilisant des champs disciplinaires différents. Donc, tout simplement, elle s'est intéressée aux traces d'interaction des utilisateurs éditant des pages dans Wikipédia. C'est avant et pendant que l'on travaille sur la notion de traces modélisées. Donc, elle a pris des traces qui, à l'époque, ne rentraient pas vraiment dans notre schéma de traces modélisées. Donc ici, on a un exemple tout simplement où plusieurs utilisateurs éditent des pages Wikipédia et leurs éditions sont enregistrées dans l'historique des pages. Sur le schéma, sur le slide suivant, vous allez vous apercevoir qu'en fait, tout simplement ce qu'elle proposait, c'était en combinant des techniques informatiques, donc la modélisation des traces et des approches de sciences cognitives, elle propose de modéliser et de suivre l'activité des utilisateurs qui produisent des ressources informatiques, et d'utiliser cette activité, ces modélisations, pour ensuite fournir de la rétroaction auprès des utilisateurs et du feedback. Donc c'est un des travaux préliminaires de l'équipe, mais les idées qu'on retrouve sur ce schéma, c'est-à-dire la combinaison d'informatique et de sciences cognitives, ainsi que la notion de boucle permanente entre la production de traces numériques et l'utilisation de ces traces numériques pour enrichir le système, c'est ce qu'on retrouvera au sein de la plupart, sinon toutes les applications qui sont développées dans l'équipe. Voilà. Donc, je repasse la parole à Pierre-Antoine qui va justement vous donner quelques exemples de ces applications. Merci Amélie. Voilà, donc la deuxième partie dans la deuxième partie de cet exposé, je vais vous présenter quelques projets. C'est pas une liste exhaustive, mais qui est une sélection des projets qui nous ont semblé répondre le mieux au thème de ce webinaire sur la co-construction de connaissances. Le premier projet est le projet Abstract, qui a débuté avec la thèse dans l'équipe d'Olivier Georgeon et qui a été prolongé avec le retour d'Olivier aussi dans le cadre d'un projet ANR dans l'équipe. Donc cette thèse a été faite en collaboration avec l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports, et concerne la visualisation de traces d'activité et l'utilisation de ces traces pour l'analyse de l'activité. Alors, jusqu'à maintenant, on a sur nos schémas, comme l'a fait remarquer Amélie, on a toujours cet utilisateur qui est au centre et puis qui interagit schématiquement avec un ordinateur. Alors ici, le système, en général, on évite le terme justement ordinateur parce que on pense que notre approche a un champ d'application plus large et on préfère parler de l'interaction d'un utilisateur avec un système qui doit être informatisé puisque ce sont bien des traces informatiques qui nous intéressent, mais qui peut aller au-delà du simple ordinateur de bureau tel qu'il apparaît schématiquement sur nos figures. Ici, le système informatisé, eh bien, c'est une automobile instrumentée qui contient un certain nombre de capteurs qu'on voit apparaître ici. Donc ces capteurs permettent de tracer les mouvements, le regard du conducteur dans les différents rétroviseurs et devant lui, les mouvements du volant, lorsqu'il actionne les pédales, la vitesse du véhicule, etc. Et ces traces, en fait, sont utilisées par des chercheurs de l'IFSTAR, qui sont des psychologues, et dont l'objectif est de construire un modèle du comportement des conducteurs dans des situations particulières, en l'occurrence des situations de dépassement. C'est-à-dire comment réagit un conducteur automobile lorsqu'il est amené à dépasser un autre véhicule. Donc voilà l'interface qui avait été proposée pour Abstract, où on voit alors deux niveaux de zoom ici, et on va regarder la zone du haut où on a en bas ces petits ronds qui représentent des upsells de bas niveau.
Tous les éléments dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont enregistrés par les capteurs de la voiture, et puis au-dessus, des upsells de plus haut niveau qui sont construits à l'aide de règles élaborées par les psychologues. Donc, par exemple, quand l'utilisateur regarde dans son rétroviseur de gauche, puis accélère, etc., eh bien, on va donner un nom à ce motif récurrent. Et on va essayer en appliquant des transformations sur les traces, de valider, de confirmer ou d'infirmer ces règles proposées par les psychologues. Donc ici, cette transformation de traces, elle est utilisée comme outil finalement d'observation, pour faciliter l'observation des comportements des utilisateurs par des psychologues, dont l'objectif est de construire un modèle plus ou moins formel de ce comportement. Amélie, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, c'est très bien résumé. Enfin, donc, tu n'hésites pas le cas échéant. Donc voilà encore. Alors ça c'est l'évolution d'Abstract. Abstract Lite reprend les mêmes principes, mais avec pour objectif de pouvoir s'appliquer à des traces plus larges. Donc c'est une version, comme son nom l'indique, un peu moins touffue que l'outil Abstract original, et surtout plus générique, dans lequel basiquement toute trace dans un format XML peut être exploitée pour être visualisée sous une forme qui elle-même peut être personnalisée. Un autre projet qui est également un projet de thèse, la thèse d'Olivier Champal, qui est en train de se terminer, qui est une thèse en CIFRE avec EDF, qui utilise cette fois les traces dans le contexte de la formation. Et plus précisément la formation aux opérateurs de centrales nucléaires. Pour se former, ces opérateurs travaillent sur ce qu'on appelle des simulateurs pleine échelle, qui sont donc un simulateur qui reprend à l'échelle 1 la salle de contrôle d'une centrale, et dans lequel des formateurs observent les opérateurs dans une situation simulée, et peuvent même piloter cette simulation pour créer des événements imprévus, et voir comment les opérateurs réagissent à ces événements. Jusqu'à il y a peu de temps, les formateurs donc étaient derrière une vitre sans teint et collectaient, je dirais, essentiellement manuellement, ce qu'on pourrait appeler des traces ou des proto-traces de ce qui se passait dans le simulateur. L'idée de ce projet était d'exploiter nos modèles et nos propositions sur les traces modélisées pour fournir des outils plus performants aux évaluateurs, pour leur permettre également d'être plus réactifs à ce qui se passait au niveau des opérateurs en formation. Puisque, comme je le disais, les formateurs influent sur la simulation en cours de simulation, pour pousser un petit peu les opérateurs en formation dans leur retranchement. Il est donc important que l'observation puisse être la plus efficace possible, et que les formateurs aient une vision la plus fine et la plus synthétique possible de ce qui se passe dans le simulateur, pour pouvoir réagir au mieux. D'autant que ce sont des séances qui prennent un certain temps, hein, et donc on peut pas non plus en faire très souvent. Donc voilà le type de visualisation que l'outil Decode propose aux formateurs. Là encore, on retrouve en bas la trace première avec ses upsells de bas niveau, et puis chaque boîte bleue ici représente une trace transformée avec des upsells plus abstraits. Donc là encore, une transformation va permettre de réinterpréter les upsells de bas niveau sous forme d'un élément, d'un upsell plus élaboré. Donc par exemple, si les opérateurs ont fait telle action, puis telle action, puis telle action, alors ils ont bien rempli tel objectif pédagogique, ce qu'on va représenter par un upsell particulier. Ce qu'on voit
apparaître ici, c'est la généalogie de ces upsells. C'est-à-dire que, qui apparaissait également tout à l'heure dans Abstract, donc ces lignes représentent le fait que l'upsell, le rond violet ici, est issu d'upsells qui sont ici. On va mieux le voir apparaître ici sur cette autre copie d'écran. Ce qu'on voit apparaître également, ce sont les règles de transformation qui ont été proposées par les formateurs pour savoir à partir de quelles règles un upsell transformé a été construit. Donc ça permet aux formateurs de comprendre pourquoi le système prétend que les opérateurs ont rempli telle ou telle condition, par exemple. Donc là encore, une des difficultés de ce travail, c'est avec les formateurs de pouvoir élaborer ces règles de transformation et de fournir aux formateurs des outils, des formateurs qui ne sont pas des informaticiens, de leur fournir des outils qui leur permettent d'exprimer les règles de transformation telles que eux les conçoivent dans leur vocabulaire lié à la formation et à la simulation pleine échelle. Autre projet lié à la formation, c'est le projet Visu, qui a été développé dans le cadre du projet ANR Ithaca entre 2008 et 2011. Visu est un outil de visioconférence dédié à la formation, à l'enseignement, et plus précisément à l'enseignement des langues. On a donc ici une copie d'écran. Alors on reconnaît les éléments classiques d'un système de visioconf, la vidéo ici avec les différents intervenants, un chat sur lequel les gens peuvent communiquer, échanger par écrit, en plus de la communication orale qui se fait par la visioconf. Et puis des éléments plus spécifiques, ici ça doit être la vue enseignant, donc on a un certain nombre, on a le plan de la session qui a été qui apparaît ici avec la partie 2, la partie 3, la partie 4, et pour chaque partie, eh bien, des éléments pédagogiques qui ont été préparés à l'avance par le formateur pour pouvoir être facilement mobilisés pendant la séance. Donc par exemple, voilà, des questions types auxquelles les élèves doivent répondre et qu'on va pouvoir glisser, déplacer dans le chat assez facilement. Et puis l'autre élément important de cet outil, eh bien, c'est la trace d'interaction qui apparaît en dessous. Donc on voit ici la trace de l'utilisateur qui est connecté avec les différents éléments. Donc c'est ces interventions sur le chat ici, mais également les documents qui ont été poussés vers lui par le formateur, les mots-clés qui ont été également mis dans le chat, etc. On retrouve ici l'aspect visualisation de traces dont parlait Amélie tout à l'heure, cette réflexivité qu'offre le système, une espèce de miroir dans lequel je peux voir mon activité, est reconnue pour améliorer l'apprentissage. Cette réflexivité a fait l'objet d'un certain nombre d'études et on montre que en aidant l'apprenant à avoir des repères sur son activité, on améliore son apprentissage. Autre point important, c'est que l'apprenant peut placer des marqueurs, on va apparaître ici, dans sa propre trace, pour garder des notes, si l'on veut, de ses impressions, des questions qu'il se pose en cours de séance, pour pouvoir revenir a posteriori sur la séance. On voit qu'un petit rond rouge sur la vidéo nous indique que cette vidéo est enregistrée. Et donc, la vidéo fait partie de la trace, et on peut ensuite rejouer la séance, revoir, utiliser les traces pour naviguer dans ce qui s'est passé, et notamment revenir sur ces marqueurs. Enfin, dernier point important dans l'application Visu, c'est que j'ai ici ma propre trace, mais j'ai également une partie des traces des autres utilisateurs. Notamment, l'enseignant peut voir les marqueurs qui sont posés par les apprenants. Et les apprenants le savent, bien évidemment. Donc lorsqu'il pose un marqueur, c'est aussi une manière de s'exprimer vis-à-vis de l'enseignant, en disant là il y a quelque chose qui m'a posé problème, sans forcément interrompre le fil de la discussion qui fait l'objet du cours.
Donc voilà les aspects importants de la plateforme Visu, la réflexivité, le partage d'une partie des traces avec les autres utilisateurs pour la constitution d'une trace collective, et puis la possibilité de revenir a posteriori sur la trace, et notamment, ce que je n'ai pas dit, mais c'est que cette plateforme était en fait utilisée à deux niveaux, puisque les enseignants qui étaient en communication avec des élèves, donc les profs de langue qui étaient en communication avec des élèves, étaient eux-mêmes en formation. En fait, ils étaient en train de se former à leur métier d'enseignant. Et le fait de pouvoir revenir sur la trace et de pouvoir reformuler cette trace sous la forme d'un document, d'un compte-rendu de séance, qui est aussi une fonctionnalité offerte par l'outil, fait partie du travail de formation de ces enseignants et leur permet de revenir eux aussi sur leur activité et en revenant sur cette activité de prendre du recul et idéalement d'améliorer leur pratique d'enseignant. Le dernier outil, si je me souviens bien, enfin le dernier projet dont nous souhaitions parler, c'est le projet Capable, qui est là encore un projet de thèse en cours, la thèse de Blandine Ginon, qui est à mi-parcours à peu près, qui cherche à construire un système d'assistance générique, cette fois, pour assister les utilisateurs dans les logiciels qu'ils utilisent au jour le jour. La difficulté de cette approche ici, c'est qu'on souhaite pouvoir tracer et assister l'utilisation de logiciels sur lesquels on n'a pas forcément la maîtrise. Des logiciels qu'on ne peut pas forcément aller modifier pour y collecter des traces et pour offrir l'assistance nécessaire aux utilisateurs. C'est pour ça que nous proposons l'utilisation d'assistants épiphytes ou épilogiciels, c'est-à-dire un logiciel qui est à côté de l'application et qui va pouvoir interagir avec elle pour proposer une assistance à l'utilisateur. Donc l'approche Capable, comme on peut le voir, suppose qu'un concepteur de l'assistance va définir un certain nombre de règles d'assistance lorsqu'il se passe ceci, lorsque l'utilisateur est dans cette situation dans le logiciel qu'il utilise, que ce soit son traitement de texte, son logiciel de mail ou des applications complexes comme par exemple des éditeurs graphiques. Eh bien, voilà le type d'assistance qu'on peut lui apporter et voilà les assistants épiphytes qui peuvent lui être utiles. Une fois ces règles d'assistance définies, eh bien, il faut les mettre en œuvre. Et pour ceci, une des difficultés consiste à mettre en place des collecteurs génériques qui vont pouvoir observer de l'extérieur ce qui se passe dans différentes applications. Donc au-delà, je dirais, de la problématique qu'adresse Blandine dans sa thèse, il y a vraiment un aspect technique très intéressant pour nous, qui consiste à voir jusqu'où il est possible de tracer finalement n'importe quelle application sans forcément avoir la main sur ces applications. Et je dirais que ça va nous servir également dans le cadre du projet Côte, dont je vais vous dire maintenant quelques mots avant de conclure et de passer aux questions. Alors, je dis simplement quelques mots, puisqu'il avait été annoncé un troisième orateur, Alain Mille, devait se joindre à nous. Hélas, il a eu un empêchement de dernière minute. Bon, je suis moins qualifié que lui pour parler de ce projet, mais je vais quand même en dire quelques mots. Donc Côte signifie connaissance ouverte à tous. C'est un projet pilote du CNRS centré sur les MOOC, Massive Open Online Courses, donc la nouvelle génération, si l'on veut, de systèmes de e-learning. Et cette initiative implique un certain nombre d'acteurs lyonnais, dont le LYRIS. Un point qui me semble important à la lumière de ce que nous venons de vous raconter, c'est que une technologie assez mature maintenant dans le domaine du e-learning est la technologie SCORM, qui permet de concevoir des modules pédagogiques
interopérable entre les différents systèmes. Cette technologie est en train d'évoluer aujourd'hui vers quelque chose qui a été baptisé Tincan API, dont, en partant du constat que SCORM permet effectivement de partager des activités pédagogiques entre différents systèmes, donc d'ajouter de l'interopérabilité dans ces systèmes. En revanche, ne permet pas de tenir compte de tout ce qui se passe en dehors des activités qui ont été préalablement prévues à l'aide des technologies SCORM pour être intégrées dans les systèmes de e-learning. Or, aujourd'hui, l'apprentissage se fait partout. C'est ce que nous dit la partie gauche de cette figure. Je peux apprendre dans les systèmes de e-learning qui ont été conçus pour cela, mais je peux également apprendre en consultant le web, je peux apprendre en échangeant avec d'autres internautes sur des forums, je peux apprendre dans des applications mobiles, etc. Et ceci passe complètement sous silence avec les technologies actuelles. Le but de Tincan API, c'est de pouvoir agréger toutes ces expériences d'apprentissage, qu'elles aient lieu au sein d'un système de e-learning ou à l'extérieur de ce système de e-learning. Et donc, vous notez ici, alors cette figure, elle est sur le site de Tincan API. C'est pas une figure qui a été construite par l'équipe Silex, et pourtant vous pouvez voir que les mots-clés résonnent étrangement avec ceux que nous mentionnons depuis le début. Collect the experiences that matter. Et il s'avère que Tincan API est une technologie de collecte de traces, si on doit le décrire avec notre vocabulaire à nous, et que les choix technologiques qui ont été faits sont de plus très proches que les choix technologiques que nous avons faits au niveau du KTBS. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, que nous allons explorer dans le cadre du projet COTE pour voir comment cette technologie émergente peut bénéficier, je dirais, de nos travaux de recherche. Comment nos travaux de recherche peuvent rentrer dans le cadre de cette technologie, et en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent y apporter de nouveau, parce que nous pensons que tout ce que nous apportons en termes de transformation, en termes d'exploitation des traces, peut vraiment apporter quelque chose dans ce domaine-là. Merci pour votre attention. Alors j'ai pas regardé dernièrement le fil Twitter, mais j'ai regardé, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Voilà, j'ai vu un petit peu. N'hésitez pas. Bon, comme l'a dit Richard, cette vidéo va être archivée sur YouTube pendant un certain temps. Restons aussi à disposition, c'est pour répondre hors ligne à des questions et réagir si besoin était. Très bien. Je vous remercie à tous les deux, Amélie et Pierre-Antoine, pour cet excellent exposé. Moi, je voudrais bien commencer par une petite question. Quelle est la méthodologie que l'on utilise pour construire un système de traces et pour l'interpréter? On voit qu'on a besoin de traces, mais qu'est-ce qu'on va observer, comment on va l'observer et comment après on va donner une sémantique à ce qu'on observe? Je commence? Ah oui, vas-y, je t'en prie. Alors, il y a effectivement un enjeu et un certain nombre de défis dans la mise en place d'un système à base de traces. La première chose à faire, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est de mettre en place les modèles de traces sous-jacents, c'est-à-dire modéliser l'activité. Donc c'est un travail d'ingénierie des connaissances, à proprement parler. Si ce n'est que, contrairement à ce que fait l'ingénierie des connaissances classique, sans caricaturer, qui s'intéresse essentiellement à modéliser le domaine d'application, je dirais, et à une modélisation qui finalement est assez
statique. Ici, ce qu'on cherche à modéliser, ce sont les interactions. Alors, il y a eu un certain nombre de thèses dans l'équipe qui ont cherché à défricher ce terrain. Je pense notamment à la thèse de Julien Laflaquière, qui a été soutenue il y a déjà quelques années, et puis la thèse d'Amaury Belin, qu'il est en train de finaliser en ce moment. Voilà, mais il faut pas, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Effectivement, il y a une étape d'ingénierie des connaissances, de modélisation des connaissances qui n'est pas triviale et qui demande, enfin, qui est encore un chantier de recherche ouvert. Et puis il y avait un deuxième volet dans la question qui était comment on fait pour interpréter ces traces. Enfin, j'avais prévu de le dire et puis je crois que je l'ai pas dit, mais pour nous, pour moi en tout cas, les transformations sont une formalisation d'une interprétation. Le fait de transformer une trace d'un modèle dans un autre, c'est une manière d'interpréter le modèle source et de formaliser cette interprétation dans le modèle cible. Donc toute transformation est porteuse en fait d'une manière d'interpréter la trace. Alors là encore, une fois qu'on a dit ça, reste à dire comment est-ce qu'on exprime ces transformations. Et là encore, c'est un chantier ouvert. On a présenté différentes sortes de choses. Dans Abstract, les transformations sont formalisées sous forme de Rocket Sparkle, quelque chose d'assez technique, hein, et pour lequel les psychologues impliqués avaient besoin de l'assistance d'un informaticien à leur côté. Dans Decode, on a essayé de rapprocher un petit peu ces formalismes de ceux utilisés par les formateurs. Mais là encore, il y a beaucoup de travail à faire sur faciliter l'expression de ces transformations pour les différentes catégories d'utilisateurs qui sont amenés à les mettre en place. Je ne sais pas si Amélie veut rajouter quelque chose. Si, je suis tout à fait d'accord avec cette explication. Pour compléter un peu et en faisant un raccourci de pensée, on peut voir les transformations comme des reformulations dans un vocabulaire qui serait plus adapté à un certain public. Si je reviens aux traces d'Abstract, la toute première trace qu'on a vue, c'est le langage des capteurs de la voiture. Si un expert du domaine accompagné d'un ingénieur de la connaissance est capable d'écrire une transformation qui va traduire ce langage des capteurs en un langage compréhensible par un être humain, avec des portions de phrases du style « il a tourné à gauche », alors on peut voir la transformation comme une reformulation, et la trace transformée comme la réexpression de l'activité initiale dans un vocabulaire différent. Et éventuellement d'une partie de l'activité initiale, parce qu'en plus on va pouvoir filtrer et ne pas garder toutes les informations qu'on a dans la trace première. Mais c'est justement là toutes les questions de recherche. C'est comment on décrit les modèles et comment on écrit les transformations qui permettent de passer d'un modèle à l'autre. Et comment on rend ces modèles et ces transformations accessibles à des utilisateurs qui ne sont pas forcément spécialistes. On a des questions sur Twitter. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Donc, dans la dernière partie, vous parlez de traces informelles. Comment collecter cette trace? En fait, les trois questions vont ensemble, selon moi. Oui. Voilà. Donc, en gros, c'est la collecte, elle se passe à quel niveau, comment et en fait, j'aurais bien répondu, mais ça tient pas en 144 caractères, donc je préfère répondre à l'oral. Bah, vas-y. Hein. Non, mais je t'en prie. Non, pour moi, alors la trace informelle, justement, elle est en amont de la collecte. Le processus de collecte, son objectif, c'est justement de produire une trace modélisée. Et c'est là où il est important de faire la distinction entre tout ce qu'on peut trouver dans l'environnement informatique qui peut faire trace, qui peut
faire l'objet d'une interprétation, mais d'une interprétation au sens très large, hein, cette fois. Et puis la trace modélisée qui rentre dans un système comme le KTBS, par exemple, et qui, à partir de là, peut être exploité de manière régulière, de manière systématique, en utilisant les outils mis en place. Donc, pour moi, le processus de collecte, il est dual du modèle de la trace première. À partir du moment où on décide de ce qu'il est pertinent d'observer, de ce qu'on souhaite observer de l'activité, et c'est ça l'objectif de la modélisation de traces, c'est ça que vise un modèle de trace, eh bien, c'est à nous de mettre en place les mécanismes informatiques qui vont permettre de peupler ce modèle de trace, qui vont permettre d'observer effectivement les obsèles conformes à ce modèle. Alors, ça c'est la vision optimiste. En pratique, c'est parfois assez compliqué. C'est pour ça que je mentionnais le projet Capable, dans lequel on s'attaque de front à la question de comment est-ce qu'on va collecter des applications, enfin collecter des traces d'interaction dans des applications qui n'ont pas été forcément prévues pour ça. Et il est vrai que souvent, la mise en place du modèle de trace fait l'objet d'une démarche propre d'ingénierie de connaissances, mais suppose aussi un certain nombre de compromis liés aux contraintes techniques qui font que il y a des choses, on aimerait bien les observer, mais dans la pratique, on ne sait pas comment. Et donc, on peut les garder dans le modèle, mais en sachant qu'il y a très peu de chances qu'on ait effectivement des obsèles de ce type-là, en tout cas dans la trace première. Ensuite, on peut essayer éventuellement de les reconstruire, ces obsèles, par des transformations, d'inférer, d'interpoler leur existence à partir de ce qu'on a réussi à observer. Et c'est là où je disais que les transformations, quoi qu'elles soient informatiques, reproductibles, systématiques, sont pas forcément objectives et absolues. Des transformations peuvent être probabilistes, stochastiques, et dire, vu ce qu'on a effectivement observé, on peut supposer avec une bonne chance de ne pas se tromper que finalement il y avait également cette chose-là qu'on n'a pas pu observer pour des raisons techniques, mais qui s'est effectivement produite. Et le compromis entre précision et rappel, entre le pari qu'on fait finalement et puis le bruit que ça peut générer, peut ne pas être le même d'une application à l'autre. Et donc, pour passer d'une trace bas niveau à une trace de plus haut niveau, on peut très bien avoir différentes manières de gérer la transformation. J'espère que ça répond à cette question sur la collecte. Alors peut-être quelques éléments de réponse aussi, parce que bon, je l'ai évoqué très rapidement. Comment est-ce qu'on fait pour collecter dans le cas général? Bon, lorsqu'on a la main sur l'appli, je dirais qu'on a toute l'attitude de mettre des capteurs aux bons endroits. Pour ce qui est des applications sur lesquelles on n'a pas la main, on a deux pistes. D'abord les applications web, parce qu'elles sont quand même de plus en plus fréquentes. Et là, je dirais que les technologies web sont suffisamment ouvertes pour nous permettre d'aller capturer un certain nombre d'événements issus de l'interaction avec l'utilisateur. Et on a des choses qui commencent à marcher assez bien dans ce domaine-là. Pour ce qui est des applications classiques, je dirais,